beaucoup. J'espère que vous êtes maintenant contents, heureux des résultats de l'escrutin d'hier soir. C'était une soirée assez intéressante. Donc, après avoir remis de nos émotions d'hier soir, on revient sur Terre et on parle des choses vraiment quotidiennes, des préoccupations de tous les jours, soit les matières résiduelles. Donc, grâce à la parrainage de l'Institut EDS, Hydro-Québec en environnement et société, on organise un carrefour de connaissances pour le développement durable. Et ce midi, on va parler de la gestion des matières résiduelles, bilan et perspectives d'avenir. Donc, nous avons 4 conférenciers, 4 personnes qui vont venir nous donner leur point de vue, leurs initiatives. Et donc, on va commencer par M. Hugues Philippin, qui a complété un baccalauréat en génie mécanique ici à l'Université Laval et a travaillé chez Prévost, Carr et Julien. C'est finissant, est un écologiste pragmatique, donc il vit ça jour et jour. Il a également un fort intérêt pour les technologies nouvelles. Il est propriétaire du restaurant Chicalor. C'est une pizzerie, très bonne d'ailleurs. Depuis 1990, il est copropriétaire du restaurant Les Boucans depuis aussi 1990. Il a fait ses entreprises des exemples en matière de développement durable. Le restaurant Chicalor donne l'emploi à 46 personnes, est un bâtiment éco-énergétique certifié LEED niveau 3, j'espère qu'il va nous expliquer qu'est-ce que c'est, et une certification ICI. On recycle performance or. C'est également la première entreprise du genre à opérer un parc de voitures de livraison à 100% électrique. En plus d'être restaurateur, M. Philippin s'implique au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saint-Augustin, de l'exécutif de l'association des restaurateurs QSP, des Sages Mentorat et est délégué régional de l'association des véhicules électriques du Québec. Donc, merci, M. Philippin, d'avoir accepté cette invitation. Je vous cède la parole. Alors, en gros, on va raconter comment on gère les matières résiduelles au restaurant Chicalor, puis comment on s'est rendu à ça. Alors, je vais commencer tranquillement en expliquant qu'est-ce qu'on fait de spécial au Chicalor. Madame, tantôt, m'a donné quand même plusieurs explications de qu'est-ce qu'on faisait, mais en gros, Chicalor, maintenant, c'est une bâtisse éco-énergétique, une enveloppe hyper performante. C'est une des enveloppes actuellement sur le marché les plus performantes, qui nous permet de garder toute la chaleur qui est générée, parce qu'un restaurant, ça génère beaucoup de chaleur. On commence par garder la chaleur générée au restaurant, à l'intérieur du restaurant, et on l'envoie où on en a besoin. Donc, une fois qu'on arrive à contrôler cet environnement-là, cette enveloppe-là, le reste suit bien. Alors, par exemple, on fait maintenant de la récupération de chaleur, on fait du conditionnement de l'air, donc l'air neuf qui rentre pour compenser l'évacuation des hôtes est conditionné, donc c'est une immense économie d'énergie. On a des circuits mitigés d'eau glycolée qui circulent, un peu comme les gros bâtiments. L'eau circule entre les différentes thermopompes qui font différentes zones de chauffage et de climatisation. Alors, disons qu'une zone, par exemple en cuisine, elle génère de la chaleur, on va l'extraire de la cuisine, puis on va l'envoyer, par exemple, à la salle à manger où on en a besoin. Alors, on génère presque peu de chaleur par le bâtiment, on fait juste la transporter, ce qui est 3 fois plus efficace facilement que d'en créer. Alors, on a aussi la géothermie quand on a trop ou on en a pas assez, on va s'en servir dans le sol. On a aussi une flotte de voitures électriques pour faire la livraison, ce qui est très efficace et très pratique aussi au niveau de l'entretien. On pourra en parler tantôt. Et on a aussi, ce qui nous attire aujourd'hui, c'est la gestion des matières résiduelles qu'on a intégrées dans tous nos processus d'affaires. Donc, de A à Z, du bureau jusqu'à la production, on fait la gestion. Ça fait partie vraiment du processus. C'est pas juste quelque chose d'à côté, ça fait partie du processus. Et c'est pour ça que, à mon avis, ça va si bien chez nous. À part ça, donc, le bâtiment, on revient avec ça. Le bâtiment, c'est un bâtiment intelligent. Alors, on peut aussi réduire la demande d'électricité en cyclant les différents équipements ou en les délestant. Et on a aussi ajouté des plantes vertes sur le toit, des ruches. Là, on est à la recherche d'un apiculteur parce que le dernier qui était là l'année passée a cessé ses opérations. Alors, si jamais vous connaissez des gens. Et après ça, on essaye dans l'avenir d'être sans papier puis
d'améliorer nos processus avec différentes méthodes, soit la méthode Toyota, entre autres. Alors ça, c'est des petits projets personnels à moi. Et après ça, bien, on regarde pour d'autres solutions technologiques qui pourraient nous aider. Alors si jamais un jour, on était capable de mettre des panneaux solaires, si le prix descendait suffisamment pour baisser nos pointes de demande, et aussi si on pouvait, si ça existait, mais ça va sûrement exister, s'il y avait un système de biométhanisation, par exemple, pour nos déchets organiques, ce serait extraordinaire parce qu'on pourrait alimenter notre four à pizza, par exemple, avec ce qui est généré. Donc, ça prendrait quelque chose de petit, portatif. Alors, on espère de trouver ça bientôt. Pourquoi j'ai été si allumé par l'efficacité et par la technologie? Ça a commencé quand on a dû changer nos fours à pizza. Parce qu'on fait principalement de la pizza et on avait des fours à pizza que vous devez tous connaître, la grande porte, on ouvre la porte, on met une pizza dedans, on ferme la porte, on attend que ça cuise. C'est des fours qui sont une grosse cavité qui prend beaucoup d'énergie pour chauffer et la minute qu'on ouvre à peu près un pan de mur, ça perd à peu près 100 degrés Fahrenheit comme ça. Alors, plus qu'on s'en sert, moins ils sont efficaces, plus c'est long. Alors, c'est un effet d'entraînement, une sorte de cercle vicieux qu'on essaie d'éviter. Alors, en ayant fouillé ce qui existait sur le marché, on a découvert les fours à pizza à convoyeur. C'est des fours qui sont foolproof, idiot-proof. On met une pizza d'un côté, elle sort de l'autre bord 4 minutes 45 secondes plus tard, parfaitement cuite. Petite, grosse, moyenne, qu'on soit dans le jus, qu'on soit pas dans le jus, ça marche toujours super bien. Alors, ça a vraiment allumé une lumière en disant, coudonc, si c'est si efficace, il doit y avoir d'autres choses. Alors, ces fours à convoyeur-là qui sont, disons qu'un four un four conventionnel, c'est 120 000 BTU environ de consommation. Un four à convoyeur, c'est 30 000 BTU. Donc, c'est 4 fois plus efficace. Et en plus, c'est 2 fois plus rapide. Alors, c'était gagnant-gagnant, autant au niveau du temps, des erreurs, des problèmes de délai et de la consommation, et aussi bien, de tout le côté chauffage, chaleur qui se générait de ça. Donc, à partir de ce moment-là, on a regardé ce qu'on pouvait faire d'autre. On a informatisé, on a standardisé nos recettes. L'ingénieur en moi est venu là-dedans. Après ça, on a commencé à recycler. Évidemment, c'est commencé à être de plus en plus disponible parce que dans les fins des années 90, là, le carton, ça commençait. Donc, on a loué un conteneur à carton, puis on s'est rendu compte qu'on a beaucoup moins de choses à mettre à la rue, puis c'est beaucoup moins de pertes parce que c'est un peu malheureux de voir ce qu'on jetait avant. Alors, maintenant, on a découvert qu'on peut aussi recycler le plastique, le verre, le métal avec le bac bleu, comme vous faites probablement à la maison. Et après ça, quand il était le temps d'agrandir puis construire, bien, on a aussi considéré ça dans la construction, qu'on allait pouvoir trier les déchets de table, les déchets, par exemple, le plastique, tout ça, au poste de triage, au lieu de tout envoyer, comme dans la plupart des restaurants font, ils envoient ça à la plonge, puis le plongeur, il a la tâche ingrate de devoir tout décortiquer ça. Alors, ça nous a aidé aussi au niveau de l'efficacité. Après ça, on a acheté des équipements plus performants, puis on a aussi commencé le compostage en 2010 quand le projet pilote de la Ville de Québec a été mis de l'avant. Alors, on a embarqué là-dedans les 2 pieds joints, puis on était super contents. Ça nous a fait une grosse amélioration de notre efficacité. On jetait beaucoup moins de tonnes qu'avant. Et enfin, on a découvert que la pellicule plastique aussi pouvait être recyclée si elle était ballottée. Alors, on a installé des poubelles spéciales pour ça, des poubelles jaunes dans lesquelles on met la pellicule plastique. Et ça nous a permis d'atteindre un niveau à peu près sans précédent en termes de détournement de matière résiduelle de l'élimination. Alors, grâce à ça, on a eu différentes reconnaissances. Donc, on parlait de LEAF, qui est Leaders in Environmentally Accountable Food Service. C'est un programme canadien pour les restaurations et les transformateurs alimentaires. C'est une certification de restaurant vert. C'est un audit qui dure à peu près une bonne journée avec 2 personnes. On fait le tour de nos factures, de nos achats. Ils viennent vérifier nos processus. Ils viennent vérifier si les équipements ont des certifications, justement Energy Star et entre autres. Ils vérifient la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité, etc. Et donc, ils vérifient si on a aussi de la mousse, du styrofoam dans notre vaisselle ou dans les choses qu'on jette, si on pourrait améliorer ça. Alors, cet audit-là, ça nous a permis d'atteindre le niveau 3, qui est le plus élevé au Québec. Alors, on est actuellement 1 sur 6 restaurants au Canada à avoir cette certification-là. Il y en a un autre au Québec. Et on a aussi le prix Performance Or de Ici en Recycle, de Recycle Québec, alors pour un taux de détournement en haut de 90 % de nos matières résiduelles de l'incinérateur. Ça, c'était assez facile à atteindre. Nous, on est rendu à peu près à 98,5 avec la pellicule de plastique. Là, on jette pratiquement plus rien. Au début, on avait un conteneur à déchets de 2 verges quand on recyclait le carton et le plastique métal vert. Là.
Puis on a réduit ça maintenant à un conteneur de 0,9 verges qu'on vide aux 2 semaines. Alors, on a vraiment beaucoup diminué notre empreinte là-dessus. Et c'est un autre avantage de faire ça, c'est que les taxes de la ville sont en fonction, souvent pour les entreprises, de la grosseur du conteneur et du nombre de levées. Il y a beaucoup de restaurants ça leur coûte à peu près 15, 20, 30 000 $ par année pour vider leur conteneur, mais nous, ça nous coûte à peu près 1 400 $ par année. Donc, en plus d'être inclus dans nos processus d'affaires normales, bien, on sauve à peu près 18 000 $ par année facilement avec cette méthode-là. On a eu des défis par rapport à ça. C'est justement de minimiser l'impact de faire tout ce recyclage-là puis tous ces processus-là sur nos opérations. Alors, en l'intégrant, puis au lieu de jeter, par exemple, un papier dans la poubelle, bien, on a aménagé les espaces pour qu'on ait juste à l'envoyer à gauche dans une poubelle de recyclage, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui ont été difficiles à faire parce que souvent, il manque de place dans les restaurants. Et en ayant fait la construction en 2010 de notre nouvelle bâtisse, ça nous a permis quand même de s'en sortir assez facilement. Mais il y a encore des défis par rapport à ça parce que souvent, on veut avoir les choses proches de nous, puis on veut simplifier le plus possible les processus, surtout quand on a des périodes de rush en restaurant. C'est toujours, la demande est là, puis on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser les commandes. Alors, c'est un défi continuel, pareil, de toujours améliorer notre façon de faire là-dessus, mais ça fonctionne bien pour l'instant. Évidemment, on va essayer d'aller plus loin que ça si on est capable, pour rendre ça plus facile, parce qu'aussi, on a beaucoup de roulement de personnel. Alors, ça revient tout le temps de la formation, puis montrer aux gens quoi faire et comment faire, puis ça alourdit un peu les choses. Ça, c'est vrai, c'est un défi. Puis on aimerait ça aussi valoriser ça. Qu'est-ce qu'on fait comme recyclage? C'est le fun. Peut-être que vous connaissez ça, mais la plupart des gens sont peut-être moins ouverts à ça, puis sont moins... c'est pas sexy de parler de recyclage, puis de récupération, puis de déchets. Alors pourtant, c'est un gros effort qu'on fait, puis c'est quelque chose de vraiment quand même intéressant à suivre. Alors, c'est comment valoriser ça sans non plus diluer le message de bons produits, de qualité et de services agréables. Alors, c'est des choses qui sont encore à voir comment on pourrait faire. Les obstacles qu'on a eus, justement, par rapport à l'implantation de tout ça, c'est surtout humain, premièrement. Parce que les gens, autant qu'ils sont d'accord en théorie, est-ce que c'est en pratique, ils vont-tu le réaliser? Ils vont-tu vraiment suivre tous les processus? Ils sont dans le jus, ils ont d'autres tâches à faire, ils ont des objectifs. Alors, c'est ce côté-là qui est difficile de faire accepter ça par le personnel. Il n'y aura pas vraiment de catégorie de personnes qui s'y prêtent plus ou moins à d'autres. On pourrait penser que les jeunes sont plus ouverts à ça, puis les personnes plus âgées sont plus rébarbatives, mais au contraire, non, je pense que ça va vraiment... Il n'y a pas vraiment de stéréotype humain par rapport à qui veut embarquer ou non dans ça. Donc, c'est toujours du prêchage, toujours de l'apostolat pour essayer de faire valoriser nos objectifs là-dedans, puis que l'entreprise au complet réussisse à atteindre encore ses objectifs de performance. Il y a aussi tous les comportements à changer. Donc, quand on a une nouvelle méthode à faire, surtout, c'est encore plus difficile. Mais encore, si à la maison, les gens n'ont pas toutes les infrastructures de recyclage qu'on peut avoir dans l'entreprise, bien, c'est encore une chose à faire connaître, puis à faire accepter et à former en plus de toutes les tâches normales que les personnes ont à faire. Alors, c'est toujours ça, les comportements de la formation. Puis c'est aussi de maintenir ça une fois qu'on l'atteint, parce que atteindre un niveau de performance puis avoir notre certificat, c'est quelque chose, c'est un effort là, qu'on donne toute la gang ensemble. Puis une fois qu'on l'a, bien après ça, on aurait tendance un peu à... Bon, parfait, on l'a, on peut laisser ça aller, puis on se rend compte assez vite qu'il y a des choses qui traînent dans les mauvaises poubelles, etc. Donc, c'est toujours de maintenir ça qui est un défi continuel à faire. Donc, il faut avoir une personne qui est tout le temps à ça en tête, et c'est pas, encore une fois, un poste très sexy à avoir. Alors, les obstacles qu'on a eus à l'implantation de tout ça, d'ailleurs, c'est une photo de moi qui est en train de faire la caractérisation des déchets. Ça, c'est notre poubelle de 2 verges qu'on avait avant, qu'on a remplacée, là. Alors, bien, c'est ça, c'est de trouver l'information, parce qu'il y a des programmes qui existent, mais il faut fouiller encore. Il n'y a pas de guichet unique encore pour trouver tout ce qui peut se faire et comment. Et un obstacle aussi, la caractérisation, qui est le côté plate avec les gants, puis ouvrir les sacs de vidange, puis regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis se dire, bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ça, peser ça, caractériser ça. Et évaluer les quantités, surtout dans un restaurant, parce que c'est une entreprise qui est, sans être saisonnière, il y a des grosses périodes puis des plus petites périodes. Alors, encore une fois, c'est anticiper qu'est-ce qui va se passer en été versus en hiver. Est-ce qu'on va être capable de faire réduire, par exemple, le conteneur à déchets suffisamment pour que
L'hiver, oui, mais l'été, il va déborder, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est de trouver les quantités là-dedans, puis aussi implanter quelque chose qui va bien fonctionner avec nos méthodes, parce que dire c'est beau, sur papier, on va faire ça, 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 puis on a 50 pieds à faire pour aller jeter une canette dans la bonne poubelle, puis un autre 50 pieds. Donc, c'est pas évident à faire dans un petit environnement de travail d'aller si loin que ça dans la gestion des matières. Et bien, c'est ça aussi. Un obstacle, c'est de s'améliorer, parce qu'on est rendu à peu près à 98,5 de taux de détournement. C'est exponentiellement difficile d'aller plus loin. Alors, quand on pense que 90 c'est difficile, 95 c'est 10 fois plus difficile, puis 98 c'est encore plus. On parle vraiment rendu là, c'est un emballage de barres de chocolat quasiment va faire une différence. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile de rester là puis d'aller plus loin si on était capable. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être, ce serait justement réduire à la place de juste détourner à la bonne place les matières résiduelles. Mais ça, encore une fois, ça implique des gens de l'extérieur de l'entreprise. Il faut aller parler avec nos fournisseurs et on n'a pas nécessairement un très gros pouvoir de négociation parce qu'on n'est pas une chaîne, on est un restaurant. Alors, c'est quelque chose qui est à voir s'il serait possible de faire. Et bon, bien, les mauvais coups, à la fin, pour terminer, donc, on a sur plan, ça allait bien, mais rendu à la fin, rendu que c'est le temps de l'implanter, c'est toujours un petit peu plus difficile de le faire. Donc, les postes de travail, ils ne sont pas toujours optimaux, puis après ça, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, c'est pas... ce serait quelque chose à voir sur place. On a aussi des lacunes dans les communications, évidemment, parce que le taux de roulement de personnel étant si élevé qu'à un moment donné, on s'essouffle de toujours répéter toute l'information et tous les côtés jusqu'à la gestion des matières résiduelles. Le facteur humain reste toujours présent. Encore une fois, on fait affaire avec des personnes, puis les personnes, ils ont des fois des bonnes journées, des fois des moins bonnes journées, alors ça va impacter quand même la performance de l'entreprise. Puis encore une fois, quand on dit théorie versus réalité, en théorie, on serait capable d'être à peu près à 100 de taux de détournement. La réalité, à cause du facteur humain, à cause de la réalité d'être en affaires, bien, comme vous voyez sur la photo, il y a des sacs de poubelle à travers notre bac de recyclage de plastique vers métal, puis c'est des choses que je vois régulièrement, alors il faut les repêcher si je les vois. Alors, c'est ce côté-là qui vient impacter notre performance. On a fait des bons coups, mais surtout par petites victoires. Donc, on commence avec le carton, comme je disais. Après ça, on y va avec le plastique vers métal, etc. Donc, plus qu'on avance pas à pas, plus c'est facile à réaliser. Et éventuellement, on fait le tour, puis on est capable d'avoir un taux de performance extraordinaire. On a aussi travaillé sur le côté ergonomique de ça. Donc, pour essayer d'implanter ça sur les postes de travail, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit donc facile et pratique, etc. Puis en impliquant le personnel et en intégrant les GMR dans le processus, on a été capable de faire tout cela. Alors, merci beaucoup. On aurait des questions tantôt. Alors, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. C'est très rafraîchissant quand on voit des entrepreneurs puis des nouvelles entreprises investir. J'ai beaucoup aimé les mots apostolat. Effectivement, c'est une mission presque religieuse pour aller convaincre les gens du bienfait. Et vous êtes la preuve de la multidisciplinarité que ça prend, des initiatives comme ça. C'est qu'on combine la sociologie, la mécanique, la cuisine pour en arriver à ce projet et avoir du succès. Donc, je ne me suis pas présentée, je m'excuse. Mon nom c'est Rosa Galvez, je suis directrice du département en génie civil, génie des eaux. Et nous avons des cours qui parlent sur la gestion intégrée des déchets. Et ça serait intéressant à un moment donné. Vous savez parler que vous avez besoin de main-d'œuvre. Moi, je pense qu'on aurait beaucoup d'étudiants qui seraient très intéressés à aller fouiller dans vos poubelles. On va passer à Mme Guylaine Bernard, qui est titulaire d'un baccalauréat en génie physique et d'une maîtrise en hydrogéologie, ici aussi de l'Université Laval. Elle a œuvré dans la restauration des sols contaminés avant de travailler à partir de 1995 sur le campus de notre université afin d'implanter la récupération de multitudes de matières. Donc, depuis 20 ans, elle s'occupe de la gestion des matières résiduelles et de divers dossiers environnementaux à l'université. Elle a piloté l'implantation de la récupération de matières compostables et des fluorescentes. Maintenant, elle est coordonnatrice des opérations au service des immeubles. Elle est responsable du suivi des matières résiduelles, en plus de la gestion des biens excédentaires et d'autres dossiers en développement durable.
Au cours des années, l'une de ses priorités est la transmission de l'expertise entre les institutions par la mise sur pied d'un réseau de partage de solutions entre les acteurs du milieu. Enfin, elle a contribué à la standardisation de la signalisation de la récupération institutionnelle en partageant gracieusement avec tous les pictogrammes développés pour l'Université Laval qui sont désormais reconnus à travers le Québec. Donc, Guylaine, je te cède la parole. Alors, bonjour et bienvenue à l'Université Laval, ceux qui viennent de l'extérieur. Cette année, c'est ça, ça fait 20 ans de l'implantation de la récupération multimatière sur le campus. Donc, l'Université Laval, en bref, c'est 52 000 personnes, dont 10 000 nouvelles à chaque année, ce qui entraîne des défis. 1,8 km² de campus, dont beaucoup d'espaces verts, 700 000 m² de bâtiments, et diverses activités, enseignement, recherche, des résidences. C'est un milieu de vie aussi. En bref, la récupération multimatière, il y a plus de 800 îlots de récupération. C'est des îlots à 4 voies, il y en a à l'intérieur, à l'extérieur. Et la matière ne reste pas sur le campus, ça va être traité à l'extérieur. Donc, on n'a pas le défi là, du recyclage et du compostage in situ comme tel. On a une variété de déchets, des déchets domestiques, comme à la maison, alimentaires, de bureaux, des déchets, des résidus de construction, rénovation, démolition par nos activités d'entretien des bâtiments, et aussi des vrais dangereux qui sont traités par l'équipe de matières dangereuses, puis des dangereux de type domestique, les huiles, les fluorescents, etc., qu'on récupère. Évidemment, les électroniques, les vieux ordinateurs, etc. Donc, on voit qu'on a une variété de matières. Et en 20 ans, qu'est-ce qu'il y avait avant 95? Il y avait 100% de tout dans les vidanges. Et c'était en 95, il y avait 1700 tonnes annuelles à peu près. Par contre, on n'était pas 52 000 personnes, on était, je pense, 40 000 à ce moment-là qui fréquentaient le campus. Maintenant, ça c'est les données 2014-2015, j'ai 45% de mon gisement qui est retiré. Donc, 844 tonnes qui sont au recyclage. La majorité, c'est papier, carton, les matières compostables, puis un peu de plastique vers métal, les cartons de jus, puis le restant est dans les déchets. Je voudrais en profiter pour remercier les précurseurs. Si ça a commencé, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont, comme disait mon prédécesseur, qui ont eu de l'apostolat dans l'âme. Pierre Boudreau, qui est un employé retraité du service des immeubles, c'est grâce à lui que tout est devenu possible. Et Michel Goyer, qui est une ancienne chargée de cours, puis elle a conçu, caractérisé, puis implanté, pensé au pictogramme, etc., le nombre de voies, le récupérateur, en tout cas, ça a été... Parce que ça n'existait pas. On est vraiment la première université québécoise à avoir implanté le système de récupération multimatière. On s'est quand même inspiré du Collège de Rosemont, puis de Belle Déchets Zéro, puis Travaux publics Canada, mais ils ne fonctionnaient pas de la même façon. Un peu de tonnes métriques. Depuis 20 ans, on a récupéré 14 000 tonnes, 14 millions de kilogrammes. Là, comment on illustre ça? C'est plus que le poids de la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel est loin de nous. Donc, on a calculé avec un collègue que finalement, il y a environ 9 000 diplômés par année à l'Université Laval. Donc, 20 fois 9 000 multiplié par leur poids, c'est à peu près le poids du nombre de diplômés sur 20 ans qui ont évité l'incinération puis l'enfouissement. Donc, quand même. Puis, c'est important parce que, en fait, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, notre but, ça n'a jamais été d'augmenter le recyclage. Évidemment, on veut diminuer les déchets. Donc, depuis... en fait, la récupération du papier, elle avait commencé en 1977, fait que ça fait 38 ans. Donc, en 93, avant l'implantation de la récupération multimatière, on récupérait 530 tonnes sur le campus, mais c'était la moitié du gisement. Donc, il y avait 1060 tonnes de papier. On a ramassé la moitié pour le recyclage. En 2003, après l'implantation de la récupération multimatière, là, on ramassait 826 tonnes. C'est 93, là, plus ou moins 1%, là, du gisement. Donc, on n'en jette presque pas. Puis ça, ce taux-là, il est toujours vrai.
On jette presque pas de papier dans les déchets sur le campus. On est vraiment bon pour le taux de diversion du papier carton. C'est quelque chose. C'est notre meilleure matière. Et cette année, bien, on voit que au lieu de 826, on a 315 tonnes, ce qui est moins qu'en 93. Donc, on a enfin réussi à diminuer. C'est plus que 50 % de réduction à la source. C'est merveilleux. Puis c'est juste un petit rappel historique. En 95, la première signalisation, on voit qu'on jetait le papier blanc, puis les boîtes de carton n'étaient pas écrapous. Fait qu'en changeant, en améliorant un peu la signalisation, il y a quelqu'un qui nous a fait observer, bien là, papier blanc au recyclage, oui. Donc, là, il est recto verso. Puis je me demandais pourquoi les gens n'écrasaient pas leur boîte. Puis quand j'ai regardé la signalisation, je me suis dit, la prochaine signalisation, la boîte, elle va être écrasée. Donc, il y a une évolution légère de la signalisation en 20 ans. Une autre réduction à la source, la vaisselle. On a beaucoup maintenant, les principales cafétérias du campus offrent de la vaisselle lavable. Donc, de base, c'est ça. De 1995 à 2008, on récupérait le polystyrène alimentaire et le polystyrène d'emballage parce qu'à ce moment-là, il y avait une usine de recyclage en Ontario. Et quand elle a fermé, cette usine-là, bien, on a dû abandonner la récupération de cette matière-là, mais on avait déjà commencé la récupération des matières compostables et le fait d'avoir de vaisselle lavable. Donc, au total, on n'a pas réaugmenté notre quantité de déchets. Puis, on n'ira plus jamais vers la récupération du polystyrène alimentaire. Là. Les assiettes en styromousse, là, on oublie ça. S'il faut absolument avoir de la vaisselle pour emporter, on favorise la vaisselle en carton qui se déchire, qui est compostable. Mais sinon, on oublie le polystyrène autant que possible. Puis, dans nos contrats des services alimentaires, à travers mon équilibre Ruelle, qui est le programme des saines habitudes de vie à l'Université Laval, on a les clauses pour pas juste la vaisselle lavable, mais de contenu local, qu'il y ait moins de sel, que ça soit santé. Il y a toutes sortes de clauses qui touchent la santé et l'approvisionnement responsable. Puis pour les traiteurs aussi, on a des traiteurs accrédités. Tout ça, c'est sur le site Internet de l'Université Laval. C'est une démarche intégrée. Ce qui a fait que ça marche, c'est qu'on a été à l'écoute de la communauté universitaire. En fait, si l'université a commencé cette démarche-là, c'est que ça avait été demandé par la communauté universitaire. La même chose pour la récupération des matières compostables. Moi, les étudiants me partaient des projets pilotes un peu partout, puis je les arrêtais. Attendez, on attend la collègue de la ville. Fait qu'aussitôt qu'on a pu, grâce à la ville, on a pu embarquer dans la collecte des matières compostables. Donc, tout ça, ça a commencé en 1994. L'Université Laval, c'est sa première politique environnementale. Puis, en 2008, on avait une politique de développement durable. Mais en 1994, quand même, on avait 3 fois le mot « développement durable » dans notre politique. Puis, c'est grâce aussi aux personnes ressources, puis les partenaires, récupérateurs, les fournisseurs, les étudiants, les employés, le personnel d'entretien ménager. Chaque élément est important, puis c'est ce qui fait le succès. C'est vraiment comme une démarche intégrée, c'est au-delà de juste mettre des îlots de récupération, il y a tout ce qui se passe en amont aussi au niveau des achats éco-responsables. Puis, ça, c'est l'exemple de ce qu'il y a dans les salles de bain sur le distributeur à papier pour rappeler aux gens que le papier humain est compostable. Puis l'entrepôt UL, c'est notre site Internet pour les biens excédentaires, un genre de Kijiji interne, là, puis pour favoriser la réutilisation. Puis ça forme un cycle avec les partenaires en amont puis en aval. Donc, au niveau de l'achat, donc à travers les contrats, on essaie que les achats disponibles sur le campus soient déjà des achats éco-responsables. Parce que c'est l'utilisation. Les gens ont l'équipement pour récupérer. Le personnel d'entretien sanitaire va prendre ce qu'il y a dans les îlots de récupération, va l'acheminer vers la salle des matières résiduelles. Là, il y a un transporteur qui va venir prendre la matière puis l'amener au centre de traitement. Maintenant, toutes nos matières vont dans les centres de traitement de la Ville de Québec. Les déchets vont à l'incinérateur, puis après, le restant va à l'enfouissement. Le concentré de déchets d'incinérateur brûlés, plus tard, ça va à l'enfouissement. Notre plastique verre métal, carton de lait, carton de jus, notre papier carton va au centre de tri de la Ville de Québec. Et le site de compostage à grande échelle, c'est à travers le programme de la Ville de Québec. Donc, évidemment, ça nous aide parce que c'est des équipements régionaux. S'il fallait traiter ça à notre échelle, même si on est gros, on n'a pas l'échelle qui fait que que ça coûte moins cher finalement. L'échelle d'une ville, c'est mieux que l'échelle d'une institution, même si on est une ville dans une ville.
Puis après, ben, les matières ont une nouvelle vie. Le compost, il peut être réutilisé. Le verre, par exemple, peut devenir de l'isolant en laine de verre. Puis la boucle se referme. Il y a des défis, donc le climat, comme on voit ici. Puis quand on a implanté en 1995, c'est pas partout que les gens recyclaient à la maison. Donc c'est ici qu'ils l'apprenaient. Maintenant, à la maison, tout le monde a un programme de récupération pour le plastique vers métal, etc. Et par contre, la différence, c'est qu'ici, on ne peut pas rincer la matière, donc on sépare les contenants des papiers cartons. Mais il faut quand même qu'ils soient vides parce que c'est trié à la main par des vraies personnes. Fait que ça, c'est un défi d'explication aussi. Et en 2015, bien, c'est pas partout que la collecte des matières compostables au niveau résidentiel. Donc, beaucoup de personnes l'apprennent ici, comment faire, qu'est-ce qui est compostable, etc. Et compostable, accepté dans la collecte de la ville. On cherche toujours à rester conforme au système de traitement qui nous est proposé. Peut-être qu'il y a des choses qui seraient compostables, je ne sais pas, dans un autre pays, mais physiquement, il faut que le site actuel de compostage à grande échelle y accepte cette matière-là pour qu'on le considère ici comme compostable. Puis, des défis aussi, c'est l'information contradictoire des fois, comme au niveau des plastiques. Bon, à la maison, le styromousse, s'il est lavé, la ville l'accepte, mais ici, comme on ne peut pas le laver, on met aux déchets s'il en reste là, du styromousse. Puis les codes de plastique, donc c'est toujours un défi d'explication. Puis les 3 R, tout le monde a entendu parler des 3 R, c'est pour répéter, répéter, répéter. Et présentement, c'est un défi d'amélioration continue parce que ce qui reste dans les déchets à l'université, là, mon chiffre de tout à l'heure, bien, il y a 50% qui sont des non-déchets, en réalité, encore aujourd'hui. Donc, si on le met, au lieu d'avoir un taux de récupération de diversion de 45 %, comme on a présentement, ce qu'il y a dans les déchets qui sont des non-déchets, on les mettait dans les bons bacs, on atteindrait 70 %. Donc, j'ai 52 000 personnes à rejoindre pour qu'on atteigne cet objectif-là. C'est un défi. Concrètement, c'est plus qu'une action. La signalisation est importante, la sensibilisation par l'équipe verte. Présentement, j'ai des étudiants qui se sensibilisent dans les cafétérias, comment faire le tri, qu'est-ce que ça devient, les clauses contractuelles. Dans les détails aussi, nos sacs de déchets sont teintés verts, fait qu'on peut voir les erreurs de tri plus facilement. Depuis 1995, il n'y a pas de poubelle dans les salles de cours. La distance entre les îlots, sans parler tantôt, c'est pas trop grand, donc j'ai pas de poubelle, mais quand je sors, c'est jamais loin. Puis, on récupère les données avec des semaines de pesée, etc. Ça, c'est l'équipe verte de l'année passée. Donc, ce que ça a pris, ce qui nous a aidé à réussir, c'est qu'il y a une volonté de la direction de l'Université Laval. C'est la collaboration de tous. Et c'est des degrés de maturité, programme. Donc, un peu comme on implante certaines choses, on s'améliore, puis on va toujours plus loin. Parce qu'on récupère ça, mais on récupère, comme je dis, on a la récupération des fluorescents, des palettes, du matériel électronique. Il y a plein d'autres matières aussi qu'on récupère. Puis, à l'université, on peut dire que c'est vraiment intégré dans notre ADDN. Puis, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Fait que merci. Je vous invite à aller voir la vidéo qui explique comment faire le tri sur le campus. Chaque chose à sa place à la récupération. Il y a mes coordonnées, puis le site web de l'université. Merci. Merci, Madame Bernard. C'est vrai qu'on a travaillé fort, c'est vrai qu'on est parti de loin, puis qu'aujourd'hui, les résultats sont très intéressants. C'est vrai qu'il faut répéter et avoir des moyens plus simples. Hein? Parce que je pense que la motivation et maintenant la conscience, c'est chez les gens. C'est maintenant de les rendre plus faciles pour que tout le monde participe. Notre troisième invité, M. Jean-François Mathieu, s'est initié à la gestion des matières résiduelles au cours de 4 grands projets de nettoyage des berges, nord et sud du fleuve Saint-Laurent, entre Trois-Rivières et Québec. La récolte fut impressionnante et de là le goût d'aller plus loin en gestion des matières résiduelles. Après un bref passage à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, M. Mathieu accepte un poste de conseiller en environnement à la division de la gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec.
Fort d'une expérience diversifiée, il collabore notamment au projet de collecte de résidus alimentaires, promotion de la collecte et du traitement des matières recyclables, gestion d'éco-centres, communication des enjeux et autres. Donc, M. Mathieu n'a pas une présentation, il va nous faire un exposé oral. Et c'est par après la dernière présentation qu'on va inviter notre 4 panélistes pour lui poser des questions. Bonjour à tous. J'ai décidé de ne pas faire de présentation parce que je voulais vous perdre comme il faut, mais en réalité, je vais vous présenter une réalité. Pour tout le monde, la collecte des matières résiduelles, c'est très simple. On prend un sac, on le met sur le bord de la rue, et à partir de là, la ville a juste à le ramasser. C'est tout aussi simple que ça, c'est pas compliqué la gestion des matières résiduelles, c'est ça. Mais je suis content, il y a des gens avant moi qui vous ont expliqué que c'est juste déjà ramasser, c'est quelque chose. Bien, pour la ville, c'est quoi? C'est le début d'une aventure. Qu'est-ce que ça implique pour nous, la gestion des matières résiduelles? Ça implique la collecte, le transport, l'accumulation et le traitement, ainsi que la disposition. C'est une chose. Après ça, on va commencer à parler de type de contenant. Est-ce qu'on fait la collecte en sac, en petit bac, en moyen bac, en gros bac, en contenant, 1, 2, 4, 6, 8, 10 verges cubes, chargement avant, chargement arrière, quelle sorte de camion, quelle manière qu'on fonctionne. Après ça, il y a l'entretien des infrastructures. On a quand même un incinérateur qui est capable de traiter 300 000 tonnes à la Ville de Québec, un site d'enfouissement qui va durer présentement jusqu'à 60 ans. Comment qu'on fait la pérennité de ça, comment qu'on l'entretient, comment qu'on l'opère et comment qu'on planifie la construction des futures installations comme un centre de biométhanisation ou de toutes les choses que vous pensez qu'on devrait faire en gestion de matières résiduelles. Construction d'un nouvel éco-centre, construction de contenants semi-enfouis, implantation de... Vous avez juste à l'imaginer. Il faut le penser, il faut le réfléchir, il faut le planifier, il faut le budgéter. On parle de budget. Tout ce que je viens de vous parler jusqu'à maintenant, ça a un coût. Ce n'est pas gratuit, la gestion des matières résiduelles. Vous le voyez tous et chacun sur votre compte de taxes. Or, la journée que vous me demandez de faire plus, je suis désolé, mais si je fais faire un geste de plus, il faut que je charge plus. Je ne peux pas l'éviter à moins de faire plus avec moins. Et ça me ramène tout de suite à les gens sont réfractaires au changement. Donc, on me demande de faire plus avec moins, ce qui implique des changements. Et quand il y a changement, bien, vous voyez ce qui est arrivé ce printemps avec la crise des vidanges qu'on a fait les journaux à la Ville de Québec. On me suit jusqu'à maintenant? Et avec ça, il y a aussi qu'il faut passer le message par des communications efficaces, et ce, sans noyer le poisson, à une population d'environ 550 000 personnes sur 250 000 unités d'habitation, avec 6 000 à 7 000 ICI. Et tout ça, c'est des gens qui ont des âges différents, des cultures différentes, des compréhensions différentes. Et un fait étonnant, puis je ne suis pas ici pour dénigrer les choses, mais si vous allez sur le site de la Fondation de l'alphabétisation du Québec, vous êtes capable de lire que présentement, aujourd'hui au Québec, il y a 50 des gens qui ne sont pas capables de lire ou de comprendre un texte. 19 ne peuvent pas lire et 34 ont de la difficulté à comprendre un texte. Donc, quand je fais des communications, moi, je dois penser à ça. En passant, j'ai emmené des guides du tri pour ceux-là qui habitent la Ville de Québec. Donc, ce que je viens de vous expliquer là, c'est pour les vidanges, les matières recyclables, les résidus verts, une future collecte des résidus alimentaires, la collecte des encombrants, la gestion des éco-centres et toutes les autres collectes que vous voudriez que j'implante à la Ville de Québec. Tous ces facteurs-là sont là. Et ça, c'était mon préambule. Donc, quand on me pose la question, c'est quoi la problématique à la Ville de Québec en gestion des matières résiduelles, je vous dirais, c'est quand même... Il y en a beaucoup, là, il y en a plusieurs, mais je pourrais vous dire que ça se limite à une principale. C'est qu'à la Ville de Québec, c'est la complexité des milieux extrêmement variés sur un petit territoire. C'est tout aussi simple que ça. Sur 450 km², je pars de la campagne pure à la banlieue, à des endroits, je vous dirais, peu, moyennement, fortement densifiés, et à des milieux historiques, et même à un milieu à l'intérieur de murs. Ce qui fait que ça rend extrêmement difficile pour la Ville de Québec d'offrir un service identique à tout le monde, totalement identique. Exemple, le fameux gros bac de 360 litres. Tout le monde le connaît. En banlieue, en campagne, c'est génial. Aussitôt que je rentre dans Saint-Roch, à l'intérieur des murs de la Ville de Québec, où est-ce que je le mets, le bac? Aussitôt que j'ai un multilogement qui a 25, 40, 50, 100, 200 unités d'occupation, est-ce que je vais mettre 200 bacs en ligne? Je les mets où, ces bacs-là? Je ne peux pas gérer ça. Parfait, mais Jean-François, c'est simple, dis-leur de mettre un conteneur à chargement avant. Ah, dans un 200 logements, si je dis de mettre un conteneur à chargement avant de 10 verges cubes, j'enlève 3 espaces de stationnement.
Qui est prêt, ici, aujourd'hui, en levant la main, à perdre son espace de stationnement dans son building? Merci. Il n'y a personne qui a levé la main. Ouf. C'est donc, ça c'est un exemple, la collecte mécanisée. La collecte mécanisée versus la collecte manuelle. Donc, si je peux faire du mécanisé en banlieue, il n'y a personne de stationné sur le bord du chemin, je peux ramasser les bacs, ça prend 30 secondes par bac. Je peux être extrêmement efficace. Je rentre sur Saint-Jean, il y a des chars de stationner, j'ai 8 bacs en ligne, il faut que je marche quasiment 100 mètres pour aller chercher les bacs pour les emmener au camion. Ce n'est plus efficace. Donc, c'est toutes des petites particularités comme ça qu'on nous regardons. La circulation des camions, c'est simple, ils ont juste à ramasser les déchets, mais il faut que je prévoie les heures de trafic. Sans heures de trafic, il ne faut pas que j'y aille la nuit, il ne faut pas que j'y aille trop tôt le matin, il ne faut pas que tous les camions, lorsqu'ils ont fini de collecter les matières, arrivent en même temps à l'incinérateur au centre de traitement des matières recyclables, ce qui fait que là, j'ai une filée d'attente qui vient de déranger le trafic. Donc, voyez-vous, c'est toutes des choses qu'il faut regarder pour faire en sorte que ça soit très efficace. La collecte des résidus verts. La collecte des résidus verts a l'air très simple en soi, mais quand je suis à l'intérieur des murs de la Ville de Québec et quand je suis à la campagne, ce n'est pas la même chose. Oui, j'ai dans des endroits dans Sillery, j'ai des maisons qui ont une centaine d'arbres et il va y avoir beaucoup de matière, on va dire beaucoup de feuilles. À la banlieue, j'ai la même chose, puis à la campagne, j'en ai encore plus. Mais quand on rentre à l'intérieur des murs de la Ville de Québec, il faut que j'offre une collecte de résidus verts, mais ce n'est pas tout à fait la même chose et je ne peux pas faire passer le même camion partout parce que les rues sont très étroites, j'ai beaucoup plus de sens unique et autres. Le manque d'espace dans le multilogement, je pense que j'en ai parlé tantôt, ainsi que les milieux historiques ou, je vous dirais aussi, les milieux fortement historiques où ce que la collecte, où ce que les camions ne peuvent pas y aller. Je devrais y aller quasiment 5, 6, 7 fois par jour parce que les poubelles se remplissent trop vite. Et là, vous allez me dire, mais Jean-François, mets un semi-enfoui ou mets un enfoui. Ah, je ne sais pas si vous savez comment c'est le fun de creuser à l'intérieur des murs de la Ville de Québec. Il y a un tombeau de Montcalm quelque part, puis il ne faudrait surtout pas le trouver parce que votre semi-enfoui ou votre enfoui va prendre une dizaine d'années avant de s'implanter. Donc, je vous dirais, c'est ça la problématique de la gestion des matières résiduelles, c'est que vous avez une multitude de milieux, une multitude de personnes qui ont des particularités. Je pense qu'on a le meilleur exemple ici. Chez Calard, lui, il dit, j'ai une poubelle, je la fais ramasser une fois aux 3 semaines. Son voisin à côté va avoir la même poubelle, mais il faut qu'elle soit ramassée 4 fois par semaine. Et là, multiplions ça par 7000 ici. Tout le monde a leur particularité. Même chose au niveau du résidentiel aussi. Donc, on a fait l'image. Selon moi, c'est de cette situation que découle la plus grande majorité des problématiques. La deuxième que je vous dirais, puis ça fait 3-4 fois que je vous en parle, c'est que les gens sont extrêmement réfractaires au changement. Malgré tout, puis on commence à peine à en parler en gestion de matières résiduelles. Je sais que Réseau Environnement en a parlé, avait une conférence là-dessus dernièrement. C'est que, comme dirait M. Jean-Yann, tout le monde est prêt à sauver la planète, mais personne ne veut sortir les vidanges. Donc, tout le monde ici, on est prêt à faire quelque chose pour réduire notre impact au niveau de la production des matières résiduelles, mais tout le monde en met sur le bord du chemin à raison de, je pense qu'on est encore à 700 kilos par année. Et ça, excusez-moi, on n'a pas vraiment réduit dans les dernières années. Moi, du moins, je ne l'ai pas vu. Donc, les changements sont difficiles à faire passer malgré les innovations qu'on peut cacher derrière. Je vous reparle de la crise des déchets de ce printemps. Disons que j'ai travaillé dessus. On est une équipe qui a travaillé longuement dessus. C'était réfléchi, contrairement à ce qui peut avoir été sorti dans les journaux. Et dites-vous que notre but, c'était de faire en sorte de donner un meilleur service possible en réduisant au maximum les coûts de gestion de matières résiduelles et en évitant les grosses problématiques, parce que tout le monde est particulier en soi. C'est difficile d'expliquer ces changements-là parce que je pourrais vous en parler pendant 3 heures pourquoi on a fait des changements et vous sauriez toujours dire « Ouais, mais moi, dans ma réalité, ce que tu dis implique que je vais travailler 1 heure de plus. » Oui, mais moi, dans ma réalité, il faut que je donne un service à 550 000 personnes et le plus identiquement possible. Parce que si je fais une exception pour toi, je dois le faire pour tout le monde. Donc, si je fais une exception pour un citoyen, puis n'oubliez pas, si un citoyen m'appelle au téléphone puis je dis « Oui, monsieur, je prends pitié vraiment de vous. Vous avez mis vos déchets en retard, vous êtes vraiment en peine et je vais envoyer un camion spécifiquement pour vous, mais je dois le faire pour 550 autres 1000 personnes. » Parce que pourquoi je donne du favoritisme à une personne par rapport à un autre? Et malheureusement, on ne veut pas aller là. Donc, et là, je me perds un peu. Quand je dis que les gens sont réfractaires au changement, je ne veux pas que, puis quand je vous ai expliqué tout ce que je vous dis là, je ne veux pas que vous preniez pitié de moi, là. Ça fait partie de mon travail. Et mon but, c'est de faire en sorte de donner le meilleur service aux citoyens de la Ville de Québec. Je veux juste vous expliquer c'est quoi notre réalité. Et je vous dis,
je veux vraiment pas faire pitié, mais regardez la MRC de Portneuf quand elle a implanté, quand elle a décidé un matin qu'on va faire une collecte en sac de papier seulement pour les feuilles, parce que ça va faire en sorte que ça va nous coûter peut-être 50 $ le moins la tonne. Vous auriez dû voir la chicane qu'il y a eu. Vous avez juste à regarder les gens de la ville de Lévis, quand le maire Houllier, et j'ai rien contre lui, a décidé que s'il était élu, il allait abolir la collecte aux 2 semaines l'hiver. Tout le travail qu'on a fait, que je dis que les gens de Lévis ont fait, mais que nous-mêmes, à la Ville de Québec, on fait pour réduire la collecte l'hiver, et du jour au lendemain, ça part. C'est du changement. Regardez la ville de Hampstead, quand ils ont décidé qu'à partir de maintenant, vous devez acheter des sacs, et ces sacs-là qu'on ramasse sur le bord du chemin, et vous devez payer pour. Plusieurs endroits font ça aujourd'hui. En Ontario, c'est toutes des choses qui apportent du changement, mais voyez-vous, c'est vers ça que nous devons tendre un jour, parce qu'on n'a pas le choix, sinon, comme Guylaine nous a montré très bien, la quantité de déchets va toujours stagner et on n'ira pas chercher le 40 ou le 70% supplémentaire. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop monotone. Bonne journée. Merci, M. Mathieu. Je pense que c'est très important de dire à la population les défis et les problèmes. Puis je pense que toute personne qui est logique et qui se respecte ne peut pas attendre à avoir un service exactement égal parce que justement, on a des particularités puis des spécificités. Moi, je vote pour les pay as you throw. C'est parce qu'effectivement, il y a des gens, on peut penser à 2 grandes approches pour encourager les gens, soit par des méthodes coercitives ou soit par des méthodes incitatives. On devrait, et les gens raisonnables devraient aller vers incitatif. Il y a un mot incitatif pour participer. Mais à un moment donné, quand on arrive à un blocage, à une limite, il faut dire, bon, on va aller dans le coercitif. Et c'est pénalisant pour les gens qui font beaucoup d'efforts de voir des gens qui ne font aucun effort, puis ils payent tous la même chose. À un moment donné, il faut trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. Je vais céder la parole à notre dernier panéliste, M. Jérôme Clich, qui ouvre dans le domaine de la prévention et de la gestion des matières résiduelles depuis une quinzaine d'années. Il possède une formation en sciences biologiques de l'Université de Montréal, un baccalauréat en sciences de la consommation à l'Université Laval et une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université de Québec à Montréal. Il travaille chez Recycle Québec depuis 2003. Et, entre autres, il a pris part au déploiement de différents programmes, dont Ici, on recycle, Visée juste, et d'aide financière aux entreprises d'économie sociale. En plus d'être répondant expert du secteur de la récupération des textiles, il coordonne actuellement les chantiers sur la réduction à la source. Voilà. Alors, on a parlé de gestion des matières résiduelles et je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler de prévention des matières résiduelles. L'étape en amont, l'étape décisive et nécessaire, je suis bien heureux de l'avoir entendu ce matin. On a parlé des réductions à la source, le fameux premier R des 3 RV, qui n'est pas juste répéter, mais aussi réduction à la source, réemploi et recyclage. Alors, Recycle Québec, qui sommes-nous? On est une société d'État, on fait la promotion de la récupération, du recyclage, de la réduction, évidemment. On a un mandat gouvernemental, on relève du ministre de l'Environnement. Par contre, on n'a pas de mandat réglementaire. On n'est pas là pour faire changer des lois, on n'est pas le ministère de l'Environnement. On est en application des politiques et de certains programmes, notamment la consigne. On a parlé d'édition recycle. On a parlé également de différents programmes d'aide financière aux entreprises d'économie sociale, notamment. Et tout ça dans le but de préserver les ressources. Alors, ressources, matières résiduelles, on est dans la même catégorie, on est dans les biens. Pourquoi réduire? Bien, la première image à laquelle on pense, c'est le fameux centre d'élimination, le centre d'enfouissement, les vidanges. Alors, le bout de tuyau, c'est ce qui est le plus percutant lorsqu'on parle d'impacts environnementaux. Maintenant, on oublie parfois qu'au départ, on a extrait ces matières-là. On en a fait de l'extraction. Ici, on a l'exemple de mines de diamants dans les territoires du Nord-Ouest. Réduction à la source, bien, ça va jusque-là. Ça va jusqu'à penser à quelle matière on va avoir besoin ou ne pas avoir besoin. Le premier R des 3 RV, bien, les 3 RV sont ceux-ci. On finit par le E, qu'on met tout petit, qu'on veut cacher, qu'on ne veut pas, mais qui existe.
On oppose la réduction à la source à la gestion des matières résiduelles. En fait, lorsqu'on est en réduction, on est essentiellement dans le début de la chaîne, en prévention, donc réduire et une partie de réemploi. Et lorsqu'on a affaire à un bien qu'on doit disposer, bien là, on passe dans le mode de la gestion. On est pris à gérer quelque chose. Alors, le message qu'on veut passer, c'est avant d'avoir à gérer quelque chose, pensons-y avant. Idéalement, si on n'a à ne pas l'avoir à gérer, c'est parce qu'on va avoir un bon travail de prévention. Alors, c'est l'action qui va permettre d'éviter de générer des résidus durant tout le cycle de vie d'un produit. Alors, ça passe de la conception, imaginer le bien, ça va également la fabrication, son usage, parce que nous, en tant qu'utilisateurs, consommateurs, on fait déployer de l'énergie, des ressources pour utiliser certains biens. On pense juste à la machine à café. La machine à café génère du marc de café. Alors, l'usage a aussi un impact environnemental, la disposition en fin de vie, la récupération, etc. Alors, il y a des impacts dans l'ensemble du cycle de vie. Maintenant, comment agir? Essentiellement, excusez l'affichage, lorsqu'on parle d'élimination, on peut parler de bannissement à l'élimination. On va faire fouler des matières vers d'autres filières. Lorsqu'on veut agir sur la mise en valeur des matières résiduelles, on va parler actuellement, au Québec, on a le plan d'action de gestion des matières résiduelles qui vise à récupérer plus de matières, notamment au point de vue des cartons, des plastiques, des matières organiques, du triage des matières de CRD, construction, rénovation, démolition. Maintenant, là où on veut agir et là où on entreprend du travail dans le chantier réduction à la source, c'est d'agir sur la génération des matières résiduelles. Alors, on est capable de réduire la génération de matières résiduelles tout en étant en mesure d'augmenter notre mise en valeur, mais surtout de réduire l'élimination. Et puis, on a parlé de l'objectif de 700 kg. En fait, on n'est pas encore rendu à 700 kg d'élimination par habitant, comme on mentionnait. C'est l'objectif, c'est la cible ultime du plan d'action québécois pour les matières résiduelles. On était, il y a quelques années, à 810 et on chemine tranquillement vers le 700 kg de matières résiduelles éliminées par habitant au global. Maintenant, où agir? Alors, c'est assez simple. On va regarder là où on génère le plus de matières résiduelles. Alors, si on veut prévenir, si on veut réduire à la source des matières résiduelles, on va d'abord aller voir qu'est-ce qu'on génère. Dans ce cas-ci, on se rend compte assez rapidement que les matières qui représentent davantage l'élimination, on parle de matières organiques, on parle de rebuts d'alimentation, de résidus verts, tout ce qui est compostable. Puis on parle également de résidus CRD pour construction, rénovation, démolition, et ce qu'on appelle des encombrants dans notre jargon, c'est des gros biens, des meubles et des biens surdimensionnés. Alors, si on a à agir en prévention, c'est là qu'on va travailler en bonne partie. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a différentes choses qui peuvent se faire, en fait, qui ont été réalisées. Notamment, on est un partenaire à Québec depuis le tout début de la Semaine québécoise de réduction des déchets, c'est-à-dire depuis 15 ans. La Semaine québécoise de réduction des déchets a 15 ans cette année. La réflexion sur la réduction à la source, elle a débuté il y a longtemps. Je vous cite l'exemple. On a travaillé en collaboration avec différents partenaires pour définir la réduction à la source. C'est un concept qui peut être intangible, qui n'avait pas fait l'objet d'un travail de définition claire, et on a travaillé avec différents partenaires pour élaborer des pistes d'action, surtout mieux de la définir. Ce qui a donné lieu à un état de situation qu'on a publié en 2009, qui est disponible d'ailleurs sur notre site Internet, qui a donné lieu à un événement, un des premiers événements sur la réduction à la source dans lequel on a pu exposer nos connaissances et puis des pistes d'action. Ça a été le moment aussi en 2009 de lancer la mention réduction à la source du programme de reconnaissance Ici on recycle, qui est d'ailleurs une reconnaissance obtenue par chez Calor. Alors, différents éléments qui ont été produits en 2009, et puis maintenant, on passe à l'action un peu plus sérieusement, c'est-à-dire avec un plan d'action. On est en réalisation de plan d'action en concertation avec différents partenaires, une vingtaine de partenaires de différents milieux, dans le but d'appuyer ces actions-là sur des actions terrain, obtenir des gains quantifiables le plus possible, et à travers lequel il y aura du support financier. Donc, des projets seront soutenus financièrement en but d'avoir des résultats tangibles le plus possible. Et bien, qui dit projet, initiative de ce genre-là, il faut passer à des activités de communication et surtout de la reconnaissance, qui est hyper important pour stimuler l'émulation des nouveaux projets, des nouvelles initiatives. Alors, le chantier réduction à la source qui est entamé actuellement par EC Québec, on en est là et on est en pleine rédaction du plan d'action.
Qu'est-ce que ça va contenir sans vous donner trop de scoop sur le contenu du prochain plan d'action? Bien, essentiellement, on va travailler sur les matières à fort tonnage. Le secteur alimentaire est incontournable, le secteur du bâtiment est incontournable, le réemploi versus produits de courte vie, donc l'allongement de la durée de vie des biens, c'est fondamental. Et comment on va faire ça? Avec de l'ISée. En fait, dans le jargon, c'est de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation, ou les fameux 3 R de Guylaine, répéter, répéter, répéter. Accroître tes connaissances, donc développer nos connaissances au Québec en réduction à la source, en prévention des déchets. Alors, beaucoup de pays à l'étranger ont développé des connaissances qui sont associées à leur contexte. On va le faire ici également. Et surtout, développer de la reconnaissance pour les bons coups pour, comme je vous disais, en développer, en susciter d'autres. Des bons coups, je vais vous en nommer quelques-uns en vrac. Vous savez, au Québec, il y a eu toute une campagne pour l'utilisation d'un sac réutilisable. Alors, c'est issu d'un code volontaire avec l'industrie des détaillants, Recyc Québec et d'autres joueurs, en vue d'encourager les détaillants et surtout les consommateurs à apporter leur sac réutilisable pour des emplettes. Ça a marché tellement fort qu'on a réussi à faire réduire la quantité de sacs mono-usage, les sacs d'emplettes, à un point tel que maintenant, bien, les gens sont pratiquement gênés de ne pas avoir leur sac réutilisable, alors qu'avant, c'était pratiquement impensable. Les gens étaient gênés d'avoir un sac réutilisable. Alors maintenant, on a inversé cette tendance-là. Et donc, c'est un cas succès. C'est le genre d'initiative en réduction à la source qu'on pourrait appliquer à plein d'autres secteurs. Eh bien, il suffira d'aller chercher assez d'adhésion puis d'acceptabilité sociale, parce que, comme on l'a souligné, changer les comportements, ça fait mal. Mais quand c'est implanté de manière durable, ça persiste dans le temps et ça donne des bons résultats. Un autre exemple, puis probablement que chez Calard le fait, offrir la corbeille de pain au lieu de le demander au client plutôt que de l'offrir systématiquement. C'est une idée comme ça. Resto Plaisir le fait. Je suis persuadé que chez Calard, peut-être, y a pensé. Beaucoup d'autres, j'ai cité un exemple comme ça, c'est une chaîne de restaurants qui est connue à Québec. Alors, eux s'annoncent carrément. Alors, plutôt que de vous offrir le pain, on vous demande si vous en voulez. Alors, imaginez la quantité de petits pains non distribués au Québec, ça peut être phénoménal et ce genre de geste-là, tout à fait simple, peut faire toute la différence. À l'Université Laval, je vais vous faire un exemple qui peut avoir l'air un peu étrange. Le patrimoine des bâtiments, l'entretien patrimonial et la réduction à la source. Pourquoi? Un bâtiment génère des rebuts lorsqu'il est peu entretenu, qu'il se dégrade ou encore qu'il subit des rénovations ou transformations majeures. Dans le cas d'un acte patrimonial, on préserve, on allonge la durée de vie et on maintient l'édifice le plus possible dans sa forme. L'Université Laval a d'ailleurs fait cet exercice-là pour la plupart des pavillons ici qui sont remarquables au point de vue de l'architecture moderne. Et plusieurs pavillons même ont fait l'objet d'une étude particulière. C'est même que les pavillons qui ont été construits dans les années 50-60 qui ont un caractère, un cachet assez intéressant pour les maintenir. Et d'ailleurs, les restaurations qui se font actuellement respectent les apparences d'époque. Alors, ça peut faire la différence dans le conteneur de rebut, ce genre de geste-là. Alors, les gens du patrimoine et de l'environnement doivent se parler davantage. Un autre exemple, l'eau. L'Université Laval le fait. Il y a des gestes qui ont été posés dans d'autres universités. Encourager l'installation d'abreuvoirs, s'entendre avec les concessions alimentaires pour qu'il y ait des verres, pour que l'eau soit accessible, pour que les gens puissent avoir accès à un conteneur réutilisable pour de l'eau. Geste simple. Alors, l'eau est distribuée gratuitement, à ce que je sache encore, et ça fait encore une fois toute la différence sur l'usage des contenants à usage unique de bouteilles d'eau. Il y en a encore beaucoup. Il y en a qui le proscrivent. Il y a différentes approches. On a parlé de coercition, d'incitation. Inciter fait la différence. On n'est même pas obligé de réglementer pour que les gens prennent de bonnes habitudes et pourquoi pas le faire dans une université, là où on apprend pour les années à venir. La vaisselle réutilisable, alors ça ne se fait pas que dans les cafés étudiants, ça se fait dans des grandes surfaces. Et on a ici l'exemple, j'aurais pu mettre même celui de Ville de Québec, où je crois que c'est voilà, Galerie de la Capitale qui a récemment implanté son système. Alors, deux pionniers en la matière, Centre Rockland et Carrefour Laval, qui ont implanté la vaisselle réutilisable systématique dans ses points alimentaires. Défi de taille, alors que l'ensemble de ces points alimentaires-là était constitué d'assiettes jetables, de couverts jetables en polystyrène ou en carton. Donc, un geste comme celui-là est très important et bien évidemment que ça peut faire toute la différence au Québec si on s'y mettait avec du couvert réutilisable. Récemment, Recyc Québec a fait réaliser une analyse de cycle de vie qui vient calculer l'ensemble des impacts
des impacts variés pour comparer l'usage d'une tasse à café réutilisable en porcelaine versus un gobelet mono-usage conventionnel, pour se rendre compte que finalement, même si ça peut avoir l'air évident, mais preuve à l'appui, avec résultats scientifiques à l'appui, une tasse réutilisable en porcelaine est plus avantageuse après 200-300 fois, ce qui est peu pour le domaine de la restauration, qu'un gobelet à usage unique. Même qu'on se rend compte que dans nos grands restaurants, grandes chaînes du type McDonald's, Van Noot et compagnie, ce geste-là n'est pas encore implanté, c'est-à-dire d'offrir une tasse réutilisable pour une consommation de café sur place. Alors, ce geste-là, à partir du moment où on pose la question si on veut le café sur place, bien, en offrant une tasse réutilisable, et ça, malgré le lavage, l'implantation d'un lave-vaisselle, l'entreposage des tasses, tous les facteurs pris en compte font en sorte que la tasse est plus avantageuse après un certain nombre d'usages qu'un gobelet à usage unique. Alors, c'est le genre d'information qui peut servir à appuyer des gestes et puis à apporter des arguments, surtout des arguments économiques, environnementaux, mais aussi des arguments sur le point de vue comportemental pour aider le consommateur à faire le pas, mais aussi le secteur de la restauration. Le mot de la fin, bien, finalement, la réduction, le souhait à avoir, c'est qu'il reprenne sa première place, qu'on donne à la prévention, la réduction à la source, davantage d'espace. On a parlé beaucoup de récupération, recyclage. Bien, c'est le temps maintenant de parler davantage de prévention. Les actions existent, je vous en ai nommé des exemples. On travaille sur un plan d'action qui va donner lieu à des actions concrètes. Et puis, on souhaite mobiliser la société autour du projet de la réduction à la source. Il y a des défis nombreux, on en convient, notamment au point de vue des changements de comportement, encore une fois, des moyens de communication qui doivent être répétés constamment. Alors, une campagne qui a du succès, bien, c'est une campagne qui fait parler d'elle. Alors, on va parler de réduction. Alors, vous allez le voir. Alors, je vous invite fortement à aller voir nos médias sociaux, notre site Internet, pour voir ce qui s'en vient en matière de réduction à la source. Et puis, ben voilà, c'est l'affaire de tous. C'est autant institutionnel que commercial que gouvernemental. Alors, la réduction à la source s'applique à tous, et même individuellement à nous tous. Ben voilà. Merci beaucoup.